Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel en éveillant et réveillant des dimensions encore insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, j'accueille dans nos studios parisiens un praticien, fondateur de l'Institut français de Shiatsu, auteur de plusieurs ouvrages dans lesquels il nous transmet toute son expérience de la psychologie et du monde des énergies, ainsi que de la confiance en la vie. Bienvenue, Michel Odoul. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce magnifique ouvrage, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est vraiment un ouvrage, moi, qui m'a vraiment marqué dans ma vie. J'ai depuis plusieurs années dans ma bibliothèque, donc merci Michel de nous avoir vraiment offert ce beau cadeau que de l'écrire. Donc aux éditions Albin Michel. C'est vraiment un manuel pratique à l'usage pour vraiment tous ceux qui ont envie de chercher des clés permettant de donner du sens à sa vie. Et c'est justement tout le propre du sujet de ce livre, c'est quel sens on va donner à sa vie à un moment donné. Donc je trouvais que dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui, c'était intéressant d'en reparler un petit peu parce que ce chemin de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, etc. C'est intéressant de voir un petit peu ce que ça vient éveiller, réveiller chez chacun. Parce que suivant où on a mal, forcément, y a des raisons qui peuvent être différentes. On est bien d'accord ? Oui, c'est-à-dire que ce qui est important, que j'ai essayé de transmettre dans cet ouvrage, c'est une idée qui est une idée centrale, qui est que ce qui est fondamental pour un être humain, c'est la question du sens. C'est-à-dire qu'un être humain qui n'a pas de sens dans ce qu'il est et dans sa vie est un être humain qui, dans un premier temps, va rentrer en survivance, mais qui, de toute façon, n'aura pas une longévité très, très grande. La question du sens, elle est vraiment majeure. Mais cette question du sens, il faut être capable de la présenter, de la montrer d'une façon non systématique et non recette. C'est-à-dire que le sens, c'est quelque chose qui est une direction comme un horizon vers lequel le regard doit porter, mais qui n'a de valeur que si elle s'inscrit dans l'histoire de la personne qui vit la situation donnée. Et effectivement, à un symptôme commun, il va y avoir une trame qui va être commune, mais c'est l'histoire de chacun qui s'inscrit à l'intérieur. Et je crois qu'en plus, cette question du sens ne peut avoir de valeur par rapport à ce qui est une symptomatique éventuelle, qu'à partir du moment où on la replace dans quelque chose d'un peu plus large qui s'appelle le sens même de la vie et de ce que c'est que la philosophie du chemin de vie. Peut-être qu'effectivement, dans ce que nous sommes, dans ce qu'est la vie, dans l'univers dans lequel nous sommes, le hasard, il n'a que très peu de place. Et j'ai écrit d'ailleurs dans un autre de mes ouvrages en disant que hasard, c'est le nom que les doctes savants donnent à leur ignorance. C'est-à-dire que les moments où nous ne sommes pas en capacité de donner un sens, nous faisons appel à lui. Alors que finalement, peut-être bien tout simplement que si nous avons du mal à donner un sens, c'est parce que nous ne relions pas la cause et l'effet. Et qu'une philosophie de vie globale, elle est celle de la compréhension d'un continuum dans lequel chaque effet a une cause et que cette cause remonte, bien entendu, à l'essence même de ce qu'est l'individu dans ce qu'il fait de son chemin de vie. Si je suis en cohérence avec ce que je suis venu expérimenter et vivre, le chemin et le voyage se passent de la façon la plus confortable qu'il soit. C'est bien vrai. Alors justement, dans cet ouvrage, c'est très intéressant parce que suivant où on a mal, alors c'est au niveau du corps, mais de l'esprit, du cœur aussi, on en parlera un petit peu après, mais vous allez nous dire donc pourquoi c'est ce qui se passe dans cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement de ce que vous pouvez exposer dans le livre justement ? Oui. Suivant où on a mal, ça va peut-être renvoyer à différentes choses et puis ça va peut-être permettre des prises de conscience ou permettre de se réveiller justement, de prendre conscience de certaines choses et donc d'ajuster pour le coup nos actions, notre posture, notre façon d'être à ce fameux chemin dont on parle, ce sens, donner plus de sens à sa vie et que ce soit plus fluide. Il y a une première chose qui a besoin d'être posée, c'est de comprendre pourquoi on peut prétendre qu'il puisse y avoir un sens. Dans ce que sont les philosophies orientales, et notamment dans les principes fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, le corps et l'esprit n'ont jamais été dissociés. Et le corps est considéré comme un véhicule pour l'esprit qui pilote ce corps et qui le conduit. Et que cette interaction, lien corps-esprit, elle est fondamentale.
À partir du moment où on accepte ce postulat de départ, les orientaux ont aussi posé comme regard sur le corps humain qu'il était composé de parties différentes qui étaient dédiées à des fonctions particulières. Et que dans un principe de cohérence, il devait en être de même pour notre esprit. Et qu'on pouvait faire une espèce de grande loi fondamentale qui dit fonction organique égale fonction psychique. Qu'est-ce que ça veut dire globalement ? Ça veut dire que par exemple, si je prends le gros intestin, qui est ce qui dans mon corps me permet d'évacuer ce que j'ai ingéré, que j'ai digéré et dont j'ai décidé de ne pas me nourrir, c'est-à-dire que ça ne passe pas la barrière de l'intestin grêle, je l'élimine et je l'évacue. Eh bien qu'il y a certainement aussi sur le plan psychique un pan de moi-même qui me permet d'éliminer et d'évacuer ce dont je me suis nourri psychiquement, c'est-à-dire les vécus, les expériences, etc., que j'ai digéré, c'est-à-dire sur lesquels il y a eu une réflexion, et dont j'ai décidé de ne pas nourrir mes mémoires émotionnelles et que j'évacue. La deuxième des logiques, c'est que l'ensemble de ce système fonctionne sur la base de flux vitaux qu'on appelle l'énergie, et que lorsque j'appelle de façon dominante l'énergie dans une direction donnée, ça va se faire aux dépens de l'autre pan. Si j'appelle l'énergie principalement sur l'organe, ça va se faire aux dépens du pan psychique qui lui est associé, ou inversement. Qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Par exemple, l'estomac, c'est l'organe qui me permet de digérer les aliments, c'est-à-dire la matière. Et bien sûr, le pan psychique, il entre en résonance avec un pan intérieur, qui est ce qui me permet psychiquement de gérer la matière, c'est-à-dire donc les réflexions professionnelles, les choses matérielles, etc. Si j'appelle beaucoup d'énergie sur l'organe, ça va se faire aux dépens de ma capacité réflexive. Si je mange trop à midi, je réfléchis mal l'après-midi. Mais à l'inverse, si j'appelle trop d'énergie sur la réflexion matérielle, ça va se faire aux dépens de l'organe. Les hommes d'affaires ont une pathologie favorisée, qui s'appelle l'ulcère à l'estomac. On voit comment il y a une espèce de balance. Comment ça se passe sur le plan organique ? Il n'y a rien de magique là-dedans. Il y a juste des fonctionnements, des métabolisations, des sécrétions d'hormones, etc. On peut illustrer ça à travers un exemple très simple, qui est l'exemple du timide. Un timide que vous mettez en présence de quelqu'un qui l'impressionne, il va se mettre à rougir. Donc on voit comment un état émotionnel a eu une action sur le corps physique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une sécrétion de deux hormones, de l'adrénaline et de la noradrénaline, générées par le vécu émotionnel. L'adrénaline dilate des vaisseaux, elle produit tout un tas de réactions physiologiques, dont notamment le rougissement au visage qui se traduit par la dilatation des vaisseaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le timide, lorsqu'il rougit, ça n'est ni de la plante des pieds ni du dos, mais du visage. Eh oui. C'est-à-dire d'un endroit très précis du corps. Or, l'adrénaline est présente dans tout le sang. Et c'est là qu'intervient la noradrénaline, qui est ce qu'on appelle un électeur de lieu, qui décide de l'endroit où l'adrénaline va agir. Et là, on va aller au bout de l'intelligence corporelle, puisque dans ce cas, par exemple, où on a affaire à un timide dont l'émotion, c'est par rapport à son identité, eh bien, la manifestation physique se traduit au niveau du visage, qui est la représentation de l'identité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une espèce de cohérence et de logique de système qui est absolument époustouflante, qui a une intelligence, on va dire, psychocorporelle, qui nous met en prise avec les vécus, ce qu'ils sont dans le réel qui est le nôtre, et avec l'intensité émotionnelle qu'on y met. C'est fascinant. Fascinant, et je pense que vous avez beaucoup d'autres exemples de ce type que vous pourriez nous donner, mais bon, je pense qu'il y a pas mal d'exemples dans le livre aussi, et c'est là que c'est fascinant, parce que justement, tous ces messages qui sont transmis, parce que de nos jours, beaucoup de personnes ont plein de questions, cherchent des réponses, mais on a finalement les réponses intégrées en nous. Tous ces messages, finalement, invitent à quoi ? Ça invite à, je crois, à deux choses. C'est à réveiller quelque chose que nous anesthésions dans la course à l'échalote du quotidien, qui s'appelle notre conscience. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, ça nous invite à une deuxième chose, qui est la responsabilité. La responsabilité de soi, la responsabilité de ses actes et la responsabilité de nos pensées. L'anesthésie de la conscience n'a jamais empêché l'individu d'aller dans le mur. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Ouais, c'est ça qui est grave. Et que le choc est d'une brutalité extrême quand il se produit de cette façon-là. L'interpellation, par conséquent, qu'il peut exister dans nos corps au moment où nous ressentons un inconfort, est absolument pas destinée à nous faire souffrir ou à nous nuire, mais simplement destinée à attirer notre attention et à réfléchir sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons de notre vie et de notre existence.
Cette interpellation est d'autant plus brutale que nous avons été longs à comprendre. Nous avons sans doute besoin, à un moment donné, de comprendre que, de la même façon que dans notre corps, notre structure osseuse, elle reste solide parce que nous sollicitons les os. Ce sont des microchocs qui renforcent la structure osseuse. Que notre structure musculaire est d'autant plus efficace et pertinente que nous faisons travailler nos muscles. Tous les gens qui restent longtemps allongés font ce qu'on appelle de la fonte musculaire. C'est-à-dire d'intégrer que dans nos vies et nos vécus, eh bien, le confort n'est pas la facilité, c'est la verticalité, c'est la rectitude. Le fait de se tenir droit est un effort permanent, c'est un travail permanent, mais un travail et un effort permanent qui nous maintient la tête dans le ciel, c'est-à-dire qui nous élève et qui nous amène obligatoirement à un moment donné à comprendre que la vie n'est pas qu'une réalité économique, physique ou matérielle, mais que c'est aussi une réalité spirituelle. Exactement. Alors justement, ce qui est intéressant dans cette verticalité, c'est que ça insuffle au mouvement, le mouvement de la vie quand même. Oui. Et donc forcément, ça permet de peut-être justement dans cette verticalité, dans ces messages que notre corps, notre esprit peut nous envoyer, donc nous faire comprendre ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Le sens dont on parlait en début d'émission, justement, on sent qu'il y a quand même, voilà, dans cette verticalité, une vraie connexion, quand on arrive à entendre ces messages, à les comprendre, à les saisir, il y a un mouvement qui va s'enclencher justement pour aller vraiment donner encore plus de sens aux choses. Oui, c'est une reconnexion avec notre essence. Voilà. Notre essence, c'est un esprit, donc c'est une essence spirituelle. On n'est pas en train de parler de religion, là. On est en train de parler de champ du subtil, de ce qu'est, comment on va dire ça, la réalité la plus subtile, la plus fine et la plus noble de l'être humain, qui est la réalité spirituelle. Cette réalité spirituelle, elle est dans l'élévation, elle est dans la distanciation au phénoménal, elle est dans la compréhension des liens qui existent entre les éléments et les choses. Elle est dans la capacité à comprendre que ce que nous sommes dans chacun de nos actes et de nos pensées est consubstantiel à l'humanité. Nous ne sommes pas simplement des fétus de paille qui sont ballottés par un torrent. Nous participons à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Oui, ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est important de l'exprimer, parce que dans l'ouvrage, justement, c'est vraiment tout le propre de l'ouvrage, c'est qu'à un moment donné, il y a vraiment ce besoin d'exprimer pour libérer, pour extérioriser, pour réaligner, pour... Prendre conscience, d'abord, mesurer, valider, vérifier, comprendre que ce qui nous arrive n'est ni une punition ni un hasard, ça n'est que la conséquence de quelque chose, que nous ne sommes à aucun moment dans la notion de culpabilité, en revanche en permanence dans celle de la responsabilité, qui sont des choses fondamentalement différentes. Ça a été très décrié, cette différence entre culpabilité et responsabilité, suite à une déclaration d'un personnage politique français. Pourtant, c'est fondamentalement vrai, c'est fondamentalement juste. C'est tout le propre de l'émission, là, pour le coup, hein, parce que c'est important, justement, de prendre sa responsabilité, de prendre conscience des choses et après d'agir peut-être différemment ou de modifier, d'ajuster les choses pour que ça ait plus de sens, qu'on soit vraiment beaucoup plus sur son chemin de vie, on appelle ça comme on veut, mission, etc. Je ne sais pas si c'est le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans l'ouvrage... Donc, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel. Ce qui est intéressant, c'est que, moi, pour avoir donc été gravement malade, cancer du sein, moi, il m'a beaucoup aidé justement à venir remettre en perspective certaines choses, aller me rendre compte pour quelles raisons je l'avais eu au sein et pas ailleurs, etc. Et je pense que ça a parlé à beaucoup de nos auditeurs, parce que je pense que quand nous avons une maladie, ou une douleur, un mal quel qu'il soit sur notre corps, il y a vraiment un lien à faire avec sa vie en général, et aller voir un petit peu comment on va aller pouvoir réajuster tout ça, modifier tout ça pour... moi, j'aime bien dire faire un pas de côté, voir un petit peu les choses dans une perspective différente, les ombres, la lumière qui vont peut-être danser différemment. C'est une interpellation à soi. Et puis c'est très fin, vous parliez de finesse il y a quelques secondes, je pense que c'est extrêmement fin pour le coup, et justement opérer, ralentir dans sa vie, ou même s'arrêter pour aller voir qu'est-ce qui se passe, quel message passe, etc. Et puis bien entendu en allant voir des thérapeutes ou des personnes qui font la médecine chinoise, shiatsu, acupuncture, les thérapeutes, c'est très important, parce que moi je me faisais suivre en médecine chinoise à ce moment-là.
quand on m'a parlé du méridien de la vésicule biliaire et de ce qui se passait avec, c'était comme si on m'éclairait tout mon chemin de vie des 5 dernières années, 10 dernières années qui venaient de se passer. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu vous recevoir aussi aujourd'hui, parce que je pense que ça peut en aider plus d'un, de comprendre que voilà, ce n'est pas pourquoi j'ai ça et c'est horrible et on va aller... suivre juste les traitements en médecine conventionnelle et puis voilà. Puis après, on va reprendre sa vie exactement comme elle était. Non, ce qui est intéressant, pour tout mal qu'on peut avoir sur son corps, etc., c'est intéressant d'aller voir pour quelles raisons on en est arrivé à aller à avoir ça sur son corps et à avoir ce genre de douleur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michel? Oui, mais vous savez, j'illustre ça très très simplement parce que lorsqu'on est dans la souffrance, on a besoin d'images simples parce qu'on est tellement collé à la réalité et à la densité corporelle qu'il est difficile de prendre de la distance et du recul. C'est vrai. Et j'utilise toujours la même allégorie qui est celle d'un monsieur qui conduit sa voiture et qui change les vitesses sans débrayer. Oui, non, mais... Parce qu'on ne lui a pas appris, parce qu'il ne le sait pas, etc. Et donc, il avance sur la route avec sa voiture et crac, 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 chaque vitesse craque évidemment, jusqu'au moment où la boîte de vitesse lâche et la voiture tombe en panne. Donc, ce monsieur amène son véhicule chez le garagiste. Le garagiste démonte la boîte de vitesse et lui dit « Ah ben oui, bien sûr, c'est normal que vous soyez en panne puisque vous avez un pignon de boîte de vitesse qui est cassé. Je vais vous le changer, tout rentrera dans l'ordre. » Et donc le mécano change le pignon de la boîte de vitesse, remonte tout et le conducteur repart avec sa voiture et crac, 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 continue à changer ses vitesses sans débrayer. Tant qu'on ne lui aura pas expliqué que pour changer de vitesse, il faut débrayer, eh bien le conducteur continuera à maltraiter sa voiture et à la mettre en panne. Voilà. Il y a une vraie et je dirais vitale et fondamentale nécessité juste à accepter profondément que nous soyons quelque chose de plus que des pièces interchangeables à merci qui s'additionnent pour former un corps. Oh oui, ça c'est sûr. Très bien. Alors justement, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu comment on peut s'exprimer, comment on peut exprimer tout ça, parce que quand on a réussi à ressentir en nous ce qui se passe, c'est vraiment ce que vous expliquez dans cet ouvrage. Est-ce que vous avez 2-3 pistes à nous donner pour savoir comment justement... rester dans ce sens, se remettre dans le sens profond. Quand on a compris ces subtilités, quelles seraient les clés que vous pourriez partager de par votre expérience, justement, quand on met le doigt sur certaines choses, quand la personne, on lui expliquait qu'elle a saisi, parce qu'on est vraiment là-dedans, on peut nous expliquer à quelqu'un 150 millions de fois, si la personne ne comprend pas, ne veut pas comprendre ou ne saisit pas... C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Je crois que la première clé majeure et essentielle, avant qu'on vous explique, etc., la première, c'est d'accepter de se poser des questions. Voilà. La première, c'est d'accepter de réfléchir. C'est de se dire, attends, j'ai mal dans telle ou telle partie de moi-même, je suis malade, etc. Ça fait 2-3 fois que cela m'arrive. Ça fait plusieurs fois que je me cogne au même endroit. En ce moment, je suis dans une phase dans laquelle je tombe sans arrêt malade ou je me blesse sans arrêt. La première des questions fondamentales à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Qu'est-ce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de rencontrer comme situation ou comme groupe de situations qui me met en tension, me met en déséquilibre, me met mal à l'aise ? Qu'est-ce que la vie me renvoie en ce moment ? Déjà, le simple fait de s'autoriser la question oblige à un minimum de réflexion. C'est étonnant de voir déjà comment, dans les phases nocturnes qui suivent, il y a des rêves qui émergent, il y a des réponses qui peuvent arriver, il y a des phénomènes de synchronicité, on va dire de hasard de rencontre, qui font que on écoute une émission de radio, on ouvre un journal, on entend quelqu'un qui parle, et là, vous avez des clés qui commencent à arriver. Ensuite, quand on est rentré dans ce processus-là, il peut arriver que la souffrance soit d'un tel niveau ou d'une telle brutalité qu'on ne soit pas en capacité de poser véritablement la réflexion soi-même. Là, c'est le moment où il y a différentes façons de se faire aider. Il peut y avoir le recours, si on est quelqu'un qui est dans cette logique-là, à la méditation, à la prière, en tout cas, à essayer de quitter ce champ du manifesté et du corps pour élever et aller vers la dimension de la spiritualité et de ce qui peut permettre à l'essence noble qui est en nous, qu'on va appeler le soi, de pouvoir avoir voix au chapitre. Et on peut s'interroger à ce moment-là dans les méditations, simplement en allant interroger quelque chose en soi, en disant « mais qu'est-ce que tu as à me dire ?» Il peut y avoir aussi le fait
d'aller parler avec des très proches et des intimes en acceptant d'entendre et d'écouter ce qu'ils nous disent. Oui. Il n'y aura en tout cas, quel que soit l'outil qu'on va essayer d'utiliser, même l'approche avec un thérapeute, avec un praticien qui connaît les données de la psychoénergétique, il n'y aura aucune réponse possible tant que ce sera le cortex et le cerveau qui entendra. Oui. Le seul qui est capable de répondre dans ces moments-là, c'est le cœur. Et pour que le cœur puisse répondre, il faut qu'on lui laisse de la place, c'est-à-dire que le moi qui a peur et qui est effrayé, que l'ego qui a besoin de puissance, et que tout ce qui est la raison et la logique qui ne supportent pas ce qui lui échappe, laisse un petit peu de place à un champ un peu plus fin, subtil, noble, peut-être un peu chaotique, peut-être un peu parfois pulsionnel et brutal, mais en tout cas beaucoup plus en prise avec le vivant et la vie, qui appartient, on va dire, au cerveau émotionnel et limbique. La capacité de nous envoyer des signaux très clairs et des messages qui nous permettent de comprendre. Rares sont les personnes qui, dans ces moments-là, ne comprennent pas et n'entendent pas. Après, ce que nous faisons de la réponse, c'est aussi un droit et ça nous appartient. Il n'y a pas de justesse profonde et parfaite. Il y a juste, comme on dit en mathématiques, une approximation successive, c'est-à-dire par des petites expériences personnelles, on finit par gravir quelques marches. Et même si ce ne sont que quelques marches, on s'est déjà au moins élevé. Ben, voilà, exactement, on est en chemin. On est en cheminement. Voilà. Donc effectivement, alors justement, ça me permet d'enchaîner avec une partie du livre qui m'a beaucoup, moi, aidé aussi, et qui vous aidera aussi, mes très chers auditeurs, c'est que découvrir derrière une souffrance, un mal, etc., une maladie ou autre, il y a la maladie créatrice. Alors moi, j'ai adoré la maladie créatrice, parce que justement, comme nous sommes, on en parle souvent dans l'émission, des êtres créateurs, pour nous, on est toujours en train de créer, on est toujours en mouvement, on est toujours là pour aller justement cheminer, avancer sur notre chemin, sur notre voie, etc. Moi, j'ai adoré maladie créatrice parce que justement, ça va générer, c'est un indicateur de la nécessité de changement petit ou grand, vous dites dans le livre. Et justement, on sent le mouvement, on sent que ça va aller créer autre chose, on va aller se réinventer. On va aller se réajuster, parce que quand même, je pense que c'est profondément pour se réajuster à qu'est-ce qu'on est venu faire ici, qui nous sommes, les grandes questions existentielles que nombre de personnes se posent aujourd'hui. Des fois, chercher un petit peu trop loin, d'ailleurs, à mon goût, mais parfois pas assez aussi. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver. Et c'est pour ça que cette émission existe, parce que pour mettre vraiment, dire les choses qu'il y a à dire, c'est qu'à un moment donné, oui, une maladie ou une douleur ou autre va venir vous donner une indication très spécifique sur ce que vous avez à faire comme action derrière. Donc, maladie créatrice, moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'au-delà des souffrances ou des maux qu'on peut ressentir, c'est vraiment pour donner un élan vital, un élan créateur, quoi. Oui, il se passe la même chose dans notre corps, à chaque instant du jour et de la nuit et des semaines et des mois ou des années, nos cellules se renouvellent. Dans notre corps, la vie peut exister à une condition sine qua non, c'est que la mort soit acceptée. C'est l'apoptose cellulaire, c'est-à-dire la mort de certaines cellules qui laissent de la place à des nouvelles. Et à l'intérieur de ce corps, lorsque nous refusons cette mort et cette apoptose, eh bien, ça donne une pathologie que vous avez connue parce que vous l'avez rencontrée, qui s'appelle le cancer. Oui. Et que donc, dans le caractère créateur de la vie, il peut y avoir, attention, un caractère chaotique si nous ne la mettons pas en lumière. Et ce caractère chaotique devient destructeur parce que la création peut devenir brutale et effectivement déstabilisante. Mais en revanche, nier ce potentiel créatif de la maladie est quelque chose de dramatique, parce que c'est rater un bus, c'est rater la rencontre avec le prince charmant, c'est rater le succès, c'est rater la croissance de vie, c'est rater l'hypothèse qui nous est proposée. À un carrefour, nous avons sans doute des endroits où nous avons certains panneaux que nous avons refusé de voir, et qui pourtant étaient ceux qui nous guidaient vers un chemin qui était sans doute le nôtre. Et dans le potentiel créatif de la vie, il y a de la maladie et donc de la vie, puisque la maladie, c'est la vie. Eh bien, dans ce potentiel créatif, il y a deux champs et deux directions fondamentales. Il y a à la fois, l'interpellation, c'est-à-dire que la maladie nous oblige à l'arrêt et à la réflexion, ça c'est la première des choses. Et donc sans doute à arrêter une course à l'échalote qui n'était peut-être pas obligatoirement la meilleure pour nous. Mais ensuite, il y a derrière la maladie un caractère créatif inimaginable qui est justement celui du sens qu'elle nous donne,
parce que par elle-même, elle nous nomme la direction dans laquelle il y a quelque chose à faire. Et ça, c'est un potentiel absolument incroyable de se rendre compte que derrière une souffrance donnée, il y avait quelque chose qui nous disait, tu vois, c'est là où tu as mal et c'est donc là où tu as à aller. C'est exactement ça. C'est très très beau et c'est justement important d'en parler dans l'émission parce que moi j'ai eu la chance, alors j'aime pas trop ce mot, mais j'ai eu vraiment l'opportunité de mettre le doigt sur certaines choses grâce à des personnes comme vous, grâce à d'autres personnes, etc., qui m'entouraient. L'entourage a un vrai rôle. Bien sûr. Effectivement, c'est pour ça que c'est important de s'exprimer, on en parlait tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on a vraiment, comment dire, la partie créatrice, voyez, qui fait que on met le doigt sur quelque chose et on sait que c'est là. Alors après, il va falloir oser aussi faire les choses parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est que quand des personnes qui sont malades, alors on va leur donner un traitement, etc., elles vont comprendre des choses, ça va leur faire un petit déclic, mais souvent, elles oublient vite le message qu'il y a eu. Ou... Parce que la compréhension a été corticale. Ça n'a pas été la compréhension du cœur. Dans la compréhension du cœur, il y a, et quand je dis ça, c'est pas une critique, hein, j'analyse simplement la différence. Dans la compréhension cérébrale, on est capable de comprendre et de donner du sens. On est capable d'organiser les choses, on est capable de les rationaliser, on est capable de les mettre en perspective d'une certaine façon. Mais nous sommes là dans quelque chose qui est un peu comme le virtuel aujourd'hui, c'est un peu plat et un peu froid. La conscience qui a besoin d'être éveillée, c'est la conscience du cœur. Et quand on ressent et qu'on vit le véritable insight, c'est-à-dire cette espèce de fulgurance qu'on appelait chez les mystiques l'illumination, qu'on appelait la voie étroite des mystiques, c'est quelque chose qui vous traverse, qui vous transperce, qui vous déchire et qui en même temps vous met dans une lumière éclatante incroyable. Oui. Et cette révélation-là est quelque chose dans laquelle il ne peut pas y avoir de retour en arrière. La compréhension, elle a été là. C'est le cas, on va dire, d'une minorité d'individus. Nous passons souvent par des petites compréhensions qui s'additionnent et qui finissent par nous rendre la vérité acceptable. Je crois que, à nouveau, on évoquait tout à l'heure cette phrase de « à chaque jour suffit sa peine ». Je crois que dans le processus de vie, nous avons à accepter cette idée-là. Et de la même manière que nous faisons régulièrement le ménage à la maison, au quotidien, nous avons plein de petites choses à régler. Et puis, nous faisons aussi, un certain nombre de fois dans l'année, un grand ménage de printemps ou d'hiver, ou etc., où nous changeons les vêtements et nous arrangeons les choses. Nous avons dans nos vies aussi besoin de temps en temps de périodes, entre guillemets, de grands ménages. Alors, on en parlait tout à l'heure sur vraiment ces petites morts de tous les jours, oui. Cellulairement, à différents niveaux. Effectivement, dans un tri, dans un ménage, un nettoyage de printemps ou autre, effectivement, je pense que c'est très important de le faire régulièrement pour soi-même. Oui. M'-A-I-M-E, avec beaucoup d'amour, avec cette intelligence du cœur, de dire, ben voilà, ça m'a servi un temps, ça ne me sert plus, etc. Et puis d'aller chercher cette écologie personnelle pour aller vers ce qui nous fait vibrer, finalement. Oui. Avec une idée qui est une idée fondamentale, hein, c'est que dans ces moments où on peut avoir des intuitions ou des perceptions ou des messages, etc., il faut bien comprendre que le processus de vie, quand il nous envoie des signaux, ce sont des signaux qui ne sont jamais négatifs, jamais destructeurs ou jamais contre quelque chose. C'est-à-dire que s'il nous arrive à l'esprit des idées qu'il faut quitter ça, il faut s'opposer à ça, il faut lutter contre ça, c'est pas la peine, mettons ça de côté. Ça, c'est un petit pan de nous-mêmes qui a peur et qui nous amène à la lutte et qui nous amène à la guerre. Le processus de vie n'est pas un processus guerrier, hein, c'est un processus de croissance. Exactement, et je pense que notre société aujourd'hui, au niveau du collectif, nous en apprend beaucoup. Pour ceux qui n'auraient pas encore saisi cette subtilité, effectivement, c'est pas une guerre, c'est pas de la résistance. Par contre, c'est vraiment, au fur et à mesure, un pas à la fois, aller vraiment voir un petit peu où est la voie, VOIE, en suivant notre voie VOIX, si j'ai envie de parler un petit peu comme ça. Oui. Alors, on va terminer cette émission. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent la question, oui, mais quand ça revient, oui, mais pourquoi ça revient? Alors bon, là, je pense que les personnes ont eu leur réponse, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ajuste au fur et à mesure. Vous voyez, par exemple, là, on parle de l'intelligence du cœur. L'organe du cœur, moi, j'aimerais que vous nous en parliez au niveau shiatsu, au niveau médecine chinoise, parce que c'est très beau quand on parle du cœur.
Le cœur est un organe majeur et central parce qu'il est celui qui distribue la vie et le vivant en nous. Il est en lien avec notre cerveau, c'est celui qui a donc cette intelligence qui est l'intelligence profonde et subtile du vivant. Et ça n'est pas que le cœur-cerveau du champ conscient, mais c'est aussi du champ inconscient. C'est-à-dire qu'en permanence, nous avons de la distribution de vie en nous. C'est lui qui augmente la température en nous quand nous sommes confrontés à une situation qui nous émeut et qui nous touche. C'est lui qui s'accélère quand nous avons besoin de courir. C'est-à-dire que nous avons là quelque chose qui est une réalité physique dont la subtilité est extrême. C'est en même temps une glande endocrine. Le cœur sécrète un certain nombre de neurotransmetteurs et d'hormones, etc. Il est vraiment ce qui est l'axe central de l'être humain. Il est, on le voit dans les images christiques, il n'est pas à gauche, mais il est au milieu. Et il est entre deux lignes fondamentales qui sont une ligne horizontale et une ligne verticale. C'est le point de rencontre entre l'horizontalité, c'est-à-dire la dimension consciente matérielle et corporelle de l'individu, et la verticalité, c'est-à-dire sa dimension subtile. Et ce point de rencontre s'appelle le cœur, c'est-à-dire que ce n'est que dans la chaleur du vivant et de l'amour que la vie se déploie, que la vie se réalise, que la vie peut se manifester. Et à ce moment-là, à travers tout ce que sont à la fois nos réalités physiques et nos pensées, eh bien, nous devenons co-créateurs du monde dans lequel nous sommes. Mais parce que notre cœur, il est intimement lié au reste. Il est intimement lié à ce qu'est le principe même de la vie, qui est une palpitation. Exactement, c'est tellement beau. Merci Michel. Alors justement, on va donc je vous mettrai le lien pour pouvoir commander donc le livre de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel. Comme ça, vous pourrez le commander tout de suite. Vous avez vraiment des subtilités, des pépites, des choses qui sont vraiment fondamentales. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est justement comme ça qu'on va aller faire vibrer les autres et les remettre sur le chemin. On parlait donc du cœur. Être au cœur de sa vie, de cette vibration, de cette palpitation. On avait commencé l'émission en parlant de sens. Je pense que voilà, c'est un sens qu'il faut suivre, cette vibration première qu'on a en nous, du vivant, qui va nous permettre vraiment d'avancer sur ce chemin qui parfois n'est pas toujours simple. D'autant plus que le mot sens est quand même un mot intéressant, puisque nous avons 5 sens pour percevoir le réel. Mais que le sens, ça peut être la signification, comme ça peut être la direction. Et qu'en fait, c'est l'ensemble des trois. Exactement. Merci pour toutes ces subtilités, Michel Odoul. Écoutez, pour terminer, moi je pense que le mot de la fin, je vais vous le laisser. Est-ce que vous pouvez donner un petit conseil à nos auditeurs pour qu'ils gardent le sourire, qu'ils gardent la foi, l'espoir, cette vibration en eux, qu'elle soit... Ça fait partie de tout ce que j'ai mis dans mon dernier ouvrage qui s'appelle « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux ». Parce que dans cet ouvrage-là, ouvrage-là, justement, j'essaye d'apporter le maximum de petits trucs, de petites techniques quotidiennes, de choses simples qui permettent de se tenir droit et éveillé. Je termine même avec cette philosophie japonaise qui s'appelle l'ikigai, dans laquelle, en fait, nous rencontrons une philosophie de vie qui est une philosophie de vie qui fait que nous nous tenons debout. On s'est beaucoup demandé pourquoi les habitants d'Okinawa et de certains villages avaient une longévité étonnante. On a souvent cru que c'était l'alimentation, mais même en la transposant, on n'obtenait pas ça, parce qu'il y a derrière ça quelque chose d'autre, qui est une capacité de confiance et d'accueil à la vie quotidien qui est absolument impressionnante. Je me rappelle d'une vieille grand-mère japonaise qui disait... quand on lui demandait ce que c'était, elle disait c'est très simple, chaque matin au réveil, je me lève et je descends d'abord tout de suite dans la rue. Je salue en souriant 5 personnes qui me répondent en me saluant. Et après, je vais prendre mon petit déjeuner et je sais que je vais commencer ma journée en ayant reçu 5 sourires. Le sourire n'est pas la porte du cœur ? C'est la porte du cœur. On finira là-dessus cette émission. Merci beaucoup, Michel. Je vous mettrai également le lien vers le dernier ouvrage de Michel Odoul, pour que vous ayez toutes les clés pour vraiment vous diriger vers cette vie qui vous attend et qui n'attend plus que vous, finalement. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous, Valérie. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.